Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode spécial de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente différents jeux de dinosaures. Il y en a déjà quelques-uns, il y en a 3 sur ces 4-là que j'ai déjà fait une vidéo dessus, fait que Tiny Epic Dinosaur, Dinosaur Island, fait quand même longtemps, et Dinosaur World que je viens de faire la vidéo, ça vient de tomber. Et il y a Dinogenix que je vais également aborder dans cette vidéo-là, mais lui je ne l'ai jamais présenté. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te comparer ces 4 jeux-là en respectant 6 critères que j'ai déjà établis, 6 ou 7, 6 que j'ai déjà établis quand j'ai fait ma comparaison des jeux de la série For the Galaxy, les jeux de Tom Lemon. Fait que je vais te parler du matériel, de l'accessibilité, de la profondeur de chaque jeu, des mécaniques à l'intérieur de chaque jeu, du mode solo, le nombre de joueurs, le prix de jeu, tout ça. Je vais te dire lequel, selon moi, ressort le plus du lot. Comme je ne t'ai jamais parlé de Dinogenix, et Dinogenix, je ne ferai jamais le vidéo complet du jeu. C'est un jeu qui n'est pas trouvable. Mais je voulais quand même l'aborder rapidement. Fait que je vais commencer le premier segment par une dizaine de minutes t'expliquer rapidement comment on joue à Dinogenix. Je ne tomberai pas dans le détail comme je le fais d'habitude dans mes vidéos. Ça va être une vidéo de survol. Fait que si tu sais déjà comment jouer, tu as juste à skipper complètement cette phase-là. Si tu veux voir un petit peu comment ça marche, je devrais être capable de m'en sortir en dedans de 10 minutes. Mais je vais passer très rapidement pour voir comment ça fonctionne. Puis ensuite, on va passer à la comparaison des quatre jeux. Donc, go. Donc, allons-y avec un survol des règles de Dinogenix. Comme je l'ai dit, je ne rentrerai pas dans le détail. On va juste passer rapidement sur comment le jeu fonctionne, quel est l'objectif pour qu'on puisse le comparer avec les autres. On rentrera dans le détail des règles, plus quand je vais faire mes comparaisons, justement un petit peu plus tard. Donc, on essaie de faire ça en quelques minutes. Premièrement, l'objectif, évidemment, ça va être de marquer des points de victoire. On construit un parc à dinosaures comme dans les autres jeux. Ce jeu-là va durer 7 tours de jeu. Et à la fin des 7 tours de jeu, ben, celui qui a le plus de points de victoire va l'emporter. On va compter le nombre de tours de jeu en se servant de ce plateau-ci. On va avoir une espèce de petite plaquette qu'on va ajouter sur ce plateau-là selon le nombre de joueurs que j'ai. Une partie à 2 ou 3 joueurs, on va utiliser la plaquette A. Une partie à 4 ou 5 joueurs, on va utiliser la plaquette B qui ressemble à ça ici. Cette plaquette-là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va m'indiquer le nombre de visiteurs qui vont visiter les différents parcs qui vont être disponibles pour chaque tour de jeu. Fait que ici, par exemple, on voit que le joueur 1 va avoir 2 visiteurs, tandis que le joueur 2 va en avoir qu'un seul. Il y a également un certain nombre de visiteurs bonus qui vont être disponibles à tous les tours de jeu selon la saison qu'on a. Fait que si je continue, par exemple, si je suis à la saison 4 qui est active, ben on voit qu'à la saison 4, le joueur 1 et le joueur 2 ont chacun 3 visiteurs, il y a 3 visiteurs qui sont de bonus qui sont disponibles et on va gagner un nouvel ouvrier à cette saison-là. Fait qu'on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière saison qui est active, puis il va y avoir un endgame scoring évidemment à la fin. Les visiteurs bonus, on va pouvoir aller les chercher si on a des hôtels disponibles, des places dans des hôtels disponibles pour les avoir. Même chose pour nos visiteurs de base, il faut pouvoir les accueillir dans notre plateau personnel là, qui va ressembler à ça ici. Les places de visiteurs, c'est des petites cases rouges comme ça ici. Fait qu'au début du jeu, on a 2 places de visiteurs disponibles. Fait qu'il faut pouvoir les accueillir, puis ça va rapporter de l'argent à tous les tours de jeu, puis ils vont rapporter des points de victoire. Chaque paire de visiteurs va rapporter des points de victoire à la fin de chacun des tours de jeu s'ils sont encore là, puis ils n'ont pas été tués. Sur ce plateau-là, on a également la piste de réputation. La piste de réputation vient du nombre de dinosaures qu'on a dans notre parc. Chaque type de dinosaure rapporte un certain nombre de points de réputation différents. Les raptors rapportent 2 points de réputation, tandis que par exemple, les ankylosaures n'en rapportent qu'un seul. Puis ça, on va mesurer ça avec ce petit cube-là qui est juste ici. Fait que chaque joueur a sa piste de réputation à sa couleur. Et la piste de réputation détermine également l'ordre de tour de jeu. Celui qui est le plus haut, c'est celui qui va jouer en premier. Fait que ça, c'est pour ce petit plateau-là. Au niveau du plateau principal, ben là, on va être dans du placement d'ouvriers relativement classique. Il y a 2 mécaniques principales dans le jeu, placement d'ouvriers et collection de cartes. Collection d'ensemble de cartes. Fait qu'un tour de jeu, de la façon dont ça va se passer, on va toujours révéler l'événement qui est en cours. Fait qu'on sait toujours, dans cette case-ci, on va avoir l'événement qu'il va avoir pour le prochain tour. Fait qu'on va toujours le mettre en zone active. Fait qu'on comprend qu'au premier tour, il n'y en a pas. Qu'à partir du deuxième tour, on va avoir l'événement actif. Et on va avoir un événement qui va apparaître pour le tour suivant. Fait qu'au deuxième tour, ça va être cet événement-là qui va être là. Au troisième, ça va être lui. Au quatrième tour, on va défausser lui. Au troisième tour, on va avancer lui. Puis ça va être pour le quatrième tour et ainsi de suite. On va continuer comme ça toute la partie. À part ça, les joueurs vont avoir des ouvriers à leur couleur qui ressemblent à ceci. Le nombre d'ouvriers, ça dépend du nombre de joueurs. Et à tour de rôle, ils vont aller placer des ouvriers sur le plateau pour entreprendre différentes actions.
Les actions, c'est, là, je suis dans le worker placement très classique, fait que je vais avoir des actions pour aller chercher de l'argent, on a des jetons d'argent à l'intérieur du jeu. L'argent va servir entre autres à aller au City Center. Le City Center, je peux faire un paquet de choses, je peux aller acheter ces bâtiments qui sont là, qui vont se changer à tous les tours de jeu. Ils ont juste ce bâtiment-là ici qui est toujours disponible, mais sinon ici, je vais piger dans un sac de bâtiments à tous les tours de jeu, puis il va y avoir des nouveaux bâtiments qui vont être disponibles dans ces endroits-là. Les bâtiments font un paquet d'effets différents. Évidemment, je peux aller acheter des cartes d'ADN dans le marché. Je peux aller vendre des cartes d'ADN dans le marché quand je vais au City Center. Puis d'ailleurs, c'est écrit sur chaque carte combien d'argent elle me rapporte si je la vends, ça me coûte combien l'acheter. Et quand je veux acheter des cartes, je vais tout simplement les prendre là. Il y a même un endroit qui a un rabais. Puis si je veux vendre une carte, je vais défausser la carte qui est la plus à droite, je vais tasser les autres et je vais placer la carte que je veux vendre complètement à la gauche, puis rapporter l'argent qui vient avec cette carte-là. L'autre chose que je peux faire au marché, c'est d'aller acheter des barrières que je vais aller placer dans mon parc personnel. À part ça, j'ai un endroit où je peux aller chercher des chèvres, j'ai un endroit où je peux aller piger des cartes d'ADN. Selon l'action que je fais ici, je vais piger 3 cartes d'ADN, je vais en défausser 2. Ici, je vais aller piger les cartes spéciales de manipulation qui sont des cartes très puissantes. Ici, je peux aller chercher des cartes dans la défausse de cartes d'ADN. Je peux aller chercher la carte de mon choix, mais je vais ramasser un jeton scandale. Ici, je vais également perdre un jeton scandale si je vais là. Ici, je vais aller jouer mes cartes de manipulation qui sont très puissantes. C'est un petit deck de cartes qui est comme ça ici sur le côté du plateau. Ici, je peux aller piger 2 cartes. J'ai un endroit complètement en haut pour aller copier une action qui est déjà occupée. Puis j'ai un endroit complètement en bas à droite pour aller faire de l'argent et avoir un visiteur de plus. L'autre action principale qu'on a ici, c'est ici, je peux jouer mes cartes d'ADN pour créer des dinosaures. Quand je joue des cartes d'ADN, je vais vouloir faire des combinaisons de cartes. C'est écrit sur chaque carte. Par exemple, ici, si je veux faire des raptors, je vois que ça me prend deux cartes de raptor pour pouvoir aller les défausser et fabriquer un nouveau raptor. Si je veux faire un tyrannosaure, ça va me prendre 3 cartes de tyrannosaure pour être capable de faire un nouveau tyrannosaure. Fait que quand je prends cette action-là, par exemple, si j'ai ça dans mes mains, mais quand je prends cette action-là, je vais défausser les cartes associées. Fait que ici, je vais défausser mes 3 cartes dinosaures. Je les mets dans la défausse qui est juste ici au centre. Fait que ces cartes-là vont devenir disponibles pour tous les joueurs qui veulent aller prendre cette action-là. Et ensuite, sur mon plateau personnel, je vais aller ajuster l'information en fonction du dinosaure que j'ai pris. Fait que le dinosaure, je vais aller le chercher. Si par exemple, dans mon cas, c'est un tyrannosaure, mais je peux avoir construit un ptérodactyle. J'aurais peut-être pu faire, ici c'était l'ankylosaure et les brontosaures, il y a 7-8 sortes de meeples. Je vais aller les placer quelque part à l'intérieur de mon plateau. Évidemment, je vais avoir eu besoin, chaque type de dinosaure va avoir des restrictions spéciales que je dois respecter. Fait qu'il va falloir que j'ai construit des enclos. On va partir avec un certain nombre de jetons d'enclos à l'intérieur de mon plateau. Et chaque dinosaure va avoir des règles spécifiques à respecter en fonction des enclos. Par exemple, le raptor me dit que j'ai besoin d'un enclos de taille 1. Le Triceratops me dit aussi que j'ai besoin d'un enclos de taille 1. Mon tyrannosaure, lui, me disait que j'ai besoin d'un enclos de taille 3 pour pouvoir placer un tyrannosaure à l'intérieur. Fait que ça, la taille de l'enclos, c'est le nombre de cases, tout simplement que ça. Fait que si je prends 30 secondes pour compléter ça ici, on voit ici que j'ai un enclos de taille 2. Fait que je pourrais déplacer un dinosaure qui a besoin d'un enclos de taille 2. Ça, c'est 2 enclos de taille 1. Il y a certains dinosaures qui ont des restrictions. Lui, il a besoin d'être dans un dôme, etc., etc. Mais chaque dinosaure a ses propres restrictions. Et chaque dinosaure va me rapporter des points de victoire qui sont ici, puis les points de réputation desquels j'ai déjà parlé. Fait que si je construis un raptor dans mon parc, je vais avoir un petit cube que là je trouve plus. Je vais avoir un petit cube que je vais aller placer juste ici, parce qu'il m'a donné 4 points de victoire, et ces points de victoire-là, j'en ai marqué à tous les tours de jeu. Fait que c'est un jeu que je fais de plus en plus de points. Fait que si j'ai présentement l'équivalent de 10 points de victoire dans mon parc, c'est 10 points de victoire que je vais marquer à tous les tours de jeu. Je vais également avoir, à la fin de mon tour de jeu, des chèvres à leur donner. Les raptors vont manger une chèvre par tour, les tyrannosaures vont en manger 2 par tour. Ainsi de suite, il faut que je m'assure que mes dinosaures marchent. Je vais avoir des bâtiments que je vais construire. Quand je construis un bâtiment, j'ai des places pour le placer. Vous voyez que c'est un recess board, il va aller comme ça. Les visiteurs dont je parlais, c'est des visiteurs qui vont venir dans mes petits hôtels comme ça ici. Si je construis davantage d'hôtels, je peux accueillir davantage de visiteurs. Fait qu'on va continuer à construire ce parc-là. Au fur et à mesure que la partie va avancer, on va s'ajouter des enclos, on va développer des dinosaures. Je peux toujours déplacer mes enclos quand j'ai besoin. Si par exemple j'achetais 2 nouvelles portes, mais je pourrais agrandir cet enclos-là en redéplaçant pour pouvoir avoir plus d'ankylosaures
dans le même enclos, ainsi de suite. C'est un jeu de dinosaures, donc il y a évidemment des règles. Si jamais j'ai un événement qui fait que quelque chose qui se brise, ben le dinosaure qui est là va partir en rampage. Je vais lancer des dés, puis selon la face que je vais avoir, je peux avoir un 8 star qui est tué, je peux avoir un dinosaure qui brise une barricade, je peux avoir juste un spectateur qui est content de voir ça parce qu'il pense que ça fait partie du show puis il va me donner davantage d'argent. Fait que je vais avoir ça à gérer. Chaque dinosaure a ses particularités qui sont écrites sur sa carte d'ailleurs. Par exemple, le tyrannosaure, lui, s'il part en rampage, il va lancer 2 dés. J'ai des petites règles de placement à respecter pour chacun des dinosaures et tous les bâtiments vont me donner des pouvoirs spéciaux selon les bâtiments que je construis. Fait que je vais continuer comme ça. Et là, on comprend que ce jeu-là, la twist, c'est vraiment l'aspect de collection des cartes. Fait que je dois manipuler les cartes, je dois aller chercher les cartes que je veux. Puis j'ai une petite prise de risque dans les cartes que je vais prendre. Parce que si je veux, par exemple, développer un brontosaure, ben le brontosaure, ça me prend 4 cartes pour pouvoir le faire. Mais le brontosaure, je peux le mettre, j'ai pas besoin de le mettre dans un enclos. Fait que ça, c'est pratique. Fait qu'il faut que je fasse attention à ça. Et finalement, je vais attirer l'attention sur ce deck de cartes-là pour terminer. C'est un gros deck de cartes qui a beaucoup de choses qui se passent dedans, puis c'est beaucoup d'événements puissants. Fait que si je vais chercher des événements, des cartes manipulation, puis je les joue, souvent ça va affecter les autres joueurs. Je leur vole des choses, je leur attaque des choses, je leur détruis des choses. Fait qu'il y a un aspect take-deck dans ce jeu-là. Donc on fait ça, ce tour de jeu, celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Bon, maintenant qu'on a une idée de comment on joue à Dinogenics, commençons immédiatement avec notre comparaison. Fait que mon premier critère que j'utilise, c'est le matériel. Dans quel rang je vais placer ces 4 jeux-là au niveau du matériel? Ben, en 4e place, je vais mettre Dinosaur Island. Et là, je vais peut-être en surprendre certains parce que moi, j'avais dit à quel point j'aimais le visuel de ce jeu-là. Puis je vais tout de suite m'expliquer pourquoi je le mets en 4e place. En fait, regarde ce cover-là, puis ça va te donner une idée. Si ça, tu trouves ça trop mauve, trop éclaté, trop rose, pour toi, il va être en 4e place. Si tu as adoré le cover que je viens de te montrer, peut-être que le jeu va être en 1re place. Je te dirais que dans Dinosaur Island, il y a quand même des très belles composantes. Puis ça, je vais le dire, ça va être général pour les 4. Les composantes des 4 jeux sont très bonnes. Il y a des meeples pour les dinosaures. Tu peux même acheter des meeples spécifiques, que ce soit de Broken Meeple ou de l'extension officielle, je pense, de Dinosaur Island. Il y a des meeples spécifiques pour les dinosaures. Mais tu as des espèces de gros meeples roses, flash, pour les dinosaures. Tu as des dés ambrés, semi-transparents. Tu as des grands plateaux. Le matériel est quand même de très bonne qualité. Les cartes sont de bonne qualité. L'iconographie dans le jeu est correcte. Elle est un peu difficile à suivre des fois dans Dinosaur Island, mais correct. Mais dans l'ensemble, c'est des très bonnes composantes. La raison pour laquelle j'ai mis en 4e place, c'est que son graphisme, son design graphique est vraiment extrêmement polarisant. C'est vraiment le mot que je trouve qui représente le mieux le visuel de Dinosaur Island. Il y en a qui détestent le jeu visuellement, il y en a qui refusent d'y jouer parce qu'il est trop, justement, rose flash, avec des couleurs éclatantes, puis il est agressant pour les yeux. Pour certains, d'autres vont l'adorer. Comme il est polarisant, ben, je vais le placer en 4e place au niveau de son design visuel. Au niveau des composantes, c'est quand même un jeu qui a des composantes de très très haute qualité. En 3e place, je vais y aller avec Tiny Epic Dinosaur. Tiny Epic Dinosaur, ce petit jeu-là, il y a des composantes aussi qui sont très belles. Il y a un petit dé à l'intérieur, il y a des meeples de très bonne qualité, des petits meeples en bois. Là où, pour moi, il y a des composantes de moins bonne qualité que les 2 autres plus gros qui vont venir après. C'est justement à cause de ces meeples-là. Ils ont beau être de très bonne qualité, ils sont très très petits, donc difficiles à manipuler. Le reste, il y a des cartes qui sont modulables selon le nombre de joueurs qu'on a, qui déterminent les emplacements qu'on va avoir pour nos ouvriers. Fait que ça, c'est très très bien fait aussi. Puis c'est un jeu qui a un feeling très très cute, mais tout est un peu trop petit à l'intérieur, ce qui le rend parfois difficile à manipuler. Pour cette raison-là, il va être 3. Surtout au niveau des meeples, des dinosaures spécifiques avec les cartes d'avancement qu'on peut aller chercher. Il y a comme une vingtaine ou une trentaine de dinosaures mauves qui sont tous différents les uns des autres, qui sont tellement petits que des fois on a de la misère à repérer rapidement celui qu'on cherche. En 2e place, je vais mettre Dinogenics. Tu auras compris que je mets Dinosaur World en 1re place. Dinogenics va probablement avoir le visuel qui est le plus réaliste, si je peux me permettre, pour un parc à dinosaures. Avec, vous venez de le voir dans l'enseignement, ceux qui l'ont vu, le plateau il est grand, il y a quand même, je dirais pas drabe dans ses couleurs, mais il y a quand même une belle variété de couleurs. Les meeples, surtout les meeples de bois, puis ton plateau personnel, c'est impressionnant à la fin d'une partie. Voir tous les parcs que tu as fait, les enclos avec les meeples en bois qui sont à l'intérieur, qui sont tous différents, de différentes couleurs pour chacun des dinosaures qu'il y a. Il y en a 6 ou 7 types de dinosaures à l'intérieur. Tous avec des meeples. J'aime un peu moins les bâtiments que tu construis à l'intérieur du jeu.
que l'iconographie, il faut toujours que tu vérifies qu'est-ce que c'est. L'iconographie n'est pas super claire pour les bâtiments que tu construis, les pouvoirs qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font tous les tours de jeu, etc., etc. Il y a cet aspect-là que j'aime un petit peu moins des composantes. Les dés sont de bonne qualité. Le graphisme des cartes, très très bien fait aussi. J'aime, puis il y a le plateau, l'espèce de plateau où on compte les points de prestige que j'aime un peu moins. Je trouve ça clunky, je trouve ça maladroit, l'espèce de grande tuile qui se déplace de gauche à droite avec les visiteurs. Puis je sais pas s'il y a eu un changement de design en cours de développement pour ce jeu-là, mais il y a une affaire assez mineure, mais c'est quelque chose qui m'achale. Quand on a nos visiteurs qui rentrent à l'intérieur de nos parcs, on a des espèces de petites zones clairement faites pour des cubes rouges carrés, mais c'est un meeple qui va dessus, qui dépasse de tous les côtés. Fait que si des fois on a 2-3 meeples sur la même tuile, on manque d'espace un peu. C'est mineur, mais je trouve ça, c'est quand même un beau jeu. C'est le jeu que le graphisme le plus réaliste, si je peux dire. Puis après un plan, je vais mettre Dinosaur World, que je trouve là, qui est A+, au niveau de toutes ses composantes. Il a été corrigé ce que certains reprochaient à Dinosaur Island au niveau du graphisme, c'est-à-dire que ses couleurs, tout en restant très colorées et très éclatées, sont moins polarisantes que dans Dinosaur Island. Il y a moins un rose flash mur à mur à l'intérieur du jeu. Puis on a plus du vert, du bleu, différentes affaires, les meeples de couleurs, de différentes couleurs avec qui sont en plus de différentes formes pour chaque couleur de meeple. Très intéressant, le Jeeple, le petit meeple le petit Jeep en meeple, très intéressant aussi. Il y a différents types de meeple pour les dinosaures aussi. Chaque dinosaure est unique et coloré à l'intérieur du jeu, avec une couleur qui n'est pas agressante, mauve, vert, et on en a un qui est rouge. Puis ce qui aide à identifier, le rouge est carnivore, le vert est herbivore, fait qu'en plus ça aide à les identifier. Fait que vraiment, puis les grosses tuiles hexagonales, très très haute qualité. Là où lui marque un point, puis que les trois autres n'en marquent pas, c'est sur l'espace que le jeu prend. C'est lui qui prend peut-être avec Dinosaur Island, mais ces deux jeux-là, les deux Dinosaur Island World, prennent énormément d'espace sur la table. C'est ce que je leur reproche. C'est probablement son seul point négatif au niveau des composantes. Lui, il en prend pas mal, mais un petit peu moins quand même. Puis lui, évidemment, il en prend presque pas. Fait que si c'est un facteur pour vous, vous pouvez en tenir compte. Fait que pour moi, en quatrième place, Dinosaur Island, très polarisant. Troisième place, Tiny Epic Dinosaur. Deuxième, Dinogenix. Et les meilleures composantes, selon moi, dans Dinosaur World. Le deuxième critère, c'est un critère que je découpe en deux, dans lequel je vais opposer d'abord l'accessibilité et la facilité d'entrer à l'intérieur du jeu à sa profondeur et à sa rejouabilité. Je vais vraiment le séparer dans ces deux côtés en disant ce que je trouve de positif et négatif dans chacun, puis en les classant du pire au meilleur, selon moi. Fait que d'abord, au niveau de l'accessibilité, si j'ai à choisir une quatrième position, le jeu qui, selon moi, va être le plus complexe à expliquer, le jeu qui va être le plus complexe à rentrer la première fois qu'on joue une partie, le jeu qu'on a le plus de chances de perdre, selon moi, c'est Dinosaur World et pas tellement en arrière en troisième position, c'est Dinosaur Island. Dans ces deux jeux-là, ce qui va revenir au niveau de leur difficulté d'accès les premières fois qu'on joue, c'est qu'on est dans du euro lourd. Fait que c'est des jeux où on va avoir de la planification à faire, on va avoir à séparer son tour de jeu, puis à réfléchir d'avance à qu'est-ce qui va arriver plus tard dans le tour de jeu pour qu'on prenne des décisions qui sont optimales. C'est des jeux que quand on joue contre des joueurs qui sont expérimentés, le hasard ne prend pas une assez grande place, où il n'y a pas assez de facteurs qui vont aider un joueur qui a de la difficulté ou qui prend du retard à revenir à l'intérieur de la partie. Fait que ces deux jeux-là sont très très difficiles d'accès, je pense. On est dans du euro qui est l'autre. D'autant plus que particulièrement dans Dinosaur World, c'est pour ça que je le mets quatrième. C'est un jeu où on va avoir différents ouvriers qu'on va recruter dans la première phase du jeu et ces ouvriers-là vont nous servir tout au long de notre phase de jeu, tout au long de notre tour de jeu. Ils vont servir à différentes choses selon la façon dont on va utiliser, selon la couleur des ouvriers qu'on a recrutés. Les ouvriers verts vont nous servir à quelque chose, les bleus vont servir à d'autres choses, puis le bleu va avoir un bonus dans phase 2 et 4, mais le vert il peut être utilisé comme bonus dans phase 3 ou 4, puis le mauve c'est dans phase 3 et 4 ou 2, dépendamment des façons dont j'utilise. Fait que ça va être très difficile pour une première partie de planifier d'avance puis de bien s'organiser dans Dinosaur World. Dinosaur Island, ça va être un petit peu plus facile étant donné que les phases sont vraiment découpé très très clairement, puis c'est écrit sur les plateaux en gros phase 1, phase 2, phase 3 où on est rendu, puis les phases on fait des choses qui sont différentes d'une phase à l'autre. Il y a des relations évidemment, ce qu'on fait dans la phase 1 va avoir des implications dans la phase 2 et ainsi de suite, mais c'est un peu moins présent que dans Dinosaur World, juste un petit peu moins, parce que dans la phase 1 on va recruter des dés, les dés vont nous donner nos recettes de dinosaures, vont nous dire vont nous aider à déterminer comment on va avoir d'ADN dans le tour, monter notre limite d'ADN qu'on a pour le tour. Les dés vont nous donner des ouvriers supplémentaires potentiellement pour le tour suivant. Puis quand on arrive dans la phase 2, ben là, on a une phase d'achat. Fait que c'est différent. On n'est plus dans le recrutement de dés. On va acheter des tuiles, on va acheter des ouvriers spécialisés, des spécialistes. Dans la phase 3,
Là, on va avoir notre phase de placement d'ouvriers, on va essayer de créer des nouveaux dinosaures, d'augmenter notre niveau de sécurité, des trucs comme ça. Puis dans la phase 4, on va aller placer ça dans notre parc. Fait qu'il est un petit peu plus simple à gérer, mais on s'entend, on est quand même dans le lourd. En numéro 2, au niveau de l'accessibilité, je vais mettre Dinogenix, qui est étonnamment simple comme jeu de société. J'ai vraiment hésité, même entre lui et lui, à savoir lequel je trouvais le plus facile à rentrer pour une première partie. Malgré le fait qu'il est beaucoup plus gros que Tiny Epic Dinosaur, il reste très simple. Et lui, le fait que j'ai une main de carte, c'est ça qui détermine quel dinosaure je vais pouvoir faire. Forcément, ça me donne des objectifs à suivre. Si j'ai 2 tyrannosaures, puis j'ai mes 3 autres cartes dans ma main, c'est 3 dinosaures différents. Mais probablement, je vais vouloir aller vers le tyrannosaure, essayer de piger des cartes, aller chercher dans des fausses de cartes d'ADN pour pouvoir prendre une carte de dinosaure. Si je vais aller vers le brontosaure, ça me donne des objectifs un petit peu plus clairs. Puis ça me donne un guide un petit peu plus précis à suivre. Fait que la première fois qu'on joue, il est un petit peu plus simple à aller. Puis il y a moins de décisions déchirantes et complexes à prendre. Fait que pour expliquer, puis pour une première partie, il est un petit peu plus simple à gérer, même beaucoup plus simple à gérer que les deux autres. Je suis vraiment plus dans le medium euro plutôt que dans le low euro. Tandis qu'évidemment, Tiny Epic Dinosaurs, avec le nombre de règles qu'il y a dedans, ben c'est le jeu le plus simple. Il n'y a presque rien qui est complexe à l'intérieur de ce jeu-là. Il y a les règles de fuite de dinosaures, puis les règles de contrat privé versus contrat public sont un peu plus complexes, un petit peu plus maladroites la première fois qu'on joue, là, que des fois on peut se mêler un petit peu là-dedans, mais c'est vraiment très très mineur. Fait que vraiment au niveau de l'accessibilité du jeu, là, le plus simple que je peux apprendre dans les cartes, le plus simple pour rentrer ma première partie, ça va être Tiny Epic Dinosaur. Par contre, si je m'en vais dans la deuxième moitié de mon critère, si là je parle de la profondeur, la rejouabilité, des possibilités que le jeu m'offre après 5, 10, 15 parties, ben l'ordre va être pratiquement inversé. Tiny Epic Dinosaur, étant donné que lui, principalement, il va tourner autour des cartes de contrat qu'on a, privé, public, ben là je vais essayer d'avoir 2 dinosaures jaunes, un rouge, une fois que je les ai, je m'en vais prendre l'action, je les vends, je prends une nouvelle carte, bon, qu'est-ce qu'il y a disponible, des verts, des bleus, bon, ben là je m'en vais faire 2 verts, 2 bleus, je les vends, puis je continue comme ça. Je vais être plutôt linéaire dans la façon que mes parties vont se jouer d'une partie à l'autre. Fait que c'est un jeu qui va être plus court, qui va être simple à prendre en main. Mais que quand ça va faire 3-4 parties que je vais jouer, je vais avoir l'impression que je commence à tourner un petit peu autour des mêmes choses. Ce qui est correct, vu que le jeu n'est pas long. On parle d'une trentaine de minutes par partie, 40 minutes par partie. Sauf qu'il ne m'offrira pas des grandes décisions complexes. En troisième place, au niveau de la profondeur, ben là, je vais y aller avec Dinogenix. Lui aussi, il va m'offrir plus de décisions stratégiques, surtout avec les cartes manipulation que je peux aller chercher. Mais étant donné, encore une fois, que je suis un petit peu contrôlé par la main de carte que j'ai quand même l'option de faire des dinosaures mutants, ce qui me permet de faire de me débrouiller si j'ai juste toujours des cartes de dinosaures différents. J'ai toujours l'option de faire des dinosaures mutants. Mais quand même, vu que je suis limité par les cartes que j'ai en main, si je vais aller chercher des cartes, si on en a des forces, je vais ramasser quand même des jetons de scandale. Des jetons de scandale qui me font perdre beaucoup de points à la fin de la partie. Fait que je veux pas trop en avoir. Fait que cette limitation-là, ben, va faire que d'une partie à l'autre, je vais quand même avoir des stratégies qui risquent de ressembler. Si j'ai beaucoup de dinosaures carnivores, ben, mes tours, ça va être d'aller chercher 2-3 chèvres, parce qu'il va falloir que je les nourrisse, peut-être d'essayer de me faire un deuxième tyrannosaure, puis ça va être ça. J'ai pas énormément d'ouvriers que je peux utiliser. Dans une partie à 3, j'ai 4 ouvriers, puis éventuellement j'en ai 5. Dans une partie à 4-5, j'ai juste 3 ouvriers par tour. J'ai pas énormément d'actions par tour. Et je suis limité dans les bâtiments que je peux acheter. Il y a juste 3 bâtiments qui sont disponibles, plus les hôtels. Puis ils vont toujours se renflouer d'un tour à l'autre. Fait que j'ai juste 3 options de bâtiments que je peux acheter. Fait que j'ai un petit peu moins d'options que dans les 2 autres jeux qui sont là. Par contre, j'en ai suffisamment pour avoir une belle profondeur et une belle rejouabilité. Donc on s'entend, j'en parle pas de façon négative. C'est un jeu qui a une belle rejouabilité. Mais encore une fois, je le dis, on est dans le euro plus, je vais dire de type médium plus d'introduction. Il est facile à prendre en main, sauf qu'il n'offrira pas la profondeur puis la complexité puis les choix déchirants que d'autres jeux vont offrir. Comme par exemple celui que je mettrais en deuxième, Dinosaur Island, qui va m'offrir énormément de choix complexes, de choix difficiles, avec mes drafts de dés que je vais faire. Est-ce que je veux monter ma limite d'ADN? Est-ce que je veux plus d'ADN? Est-ce que je vais aller me chercher un worker? Je veux-tu augmenter ma capacité de parc? Je veux-tu augmenter mon niveau de sécurité? Je veux-tu aller chercher une nouvelle recette pour fabriquer un nouveau dinosaure? J'ai beaucoup de décisions à prendre. Puis
au niveau de la rejouabilité, de la profondeur de plusieurs parties, j'ai des cartes objectifs qui vont être distribuées en début de partie, qui vont changer d'une partie à l'autre. Ça va permettre de marquer des points de victoire en fin de partie, fait que je peux courir après ça aussi. J'ai des spécialistes que je peux aller chercher, des bâtiments spéciaux, des attractions. Il faut que je pense au nombre de visiteurs qui peuvent venir dans mon parc, à mon niveau d'excitation qu'il y a dans le parc, l'intérêt que je vais générer. Il faut que je fasse attention pour être capable d'accueillir tout ce monde-là, de générer assez d'argent d'un tour à l'autre. Fait que j'ai vraiment énormément de décisions que je peux prendre. Ça va m'offrir beaucoup de rejouabilité si on est un amateur d'euros, mais peut-être pas autant que celui que je mettrais numéro 1 au niveau de la profondeur, qui est le jeu Dinosaur World. Simplement parce que vraiment, je vais toujours revenir à la façon dont on va recruter ses ouvriers au début d'un tour de jeu. C'est tellement le fun, mais tellement complexe, parce que c'est le genre de jeu où ma phase, quand je commence dès le début de ma phase 1, je dois pas mal savoir qu'est-ce que je veux faire à la fin de ma phase 5, ma phase 4, où je vais me promener à travers mes tuiles avec mon petit Jeep en meeple pour être capable de m'y retrouver et de recruter les bons ouvriers. Puis si je suis pas certain que je recrute les bons ouvriers, ben il faut que j'aille chercher les bons bonus, entre autres les bonus de Jeeple, pour être capable de me donner l'ADN ou l'ouvrier ou l'argent que je vais avoir besoin supplémentaire pour être certain que j'active les choses dans le bon ordre. Et j'ai pas juste à penser à quelle tuile je vais activer, mais dans quel ordre je vais les activer. Parce qu'ils ont des petits jetons d'ennui qui vont se générer sur cette tuile-là, puis qui vont monter au fur et à mesure qu'on va les visiter. Fait que le premier tour de jeu, quand je vais aller visiter telle tuile, ben là, son niveau d'ennui va maintenant être à 1. Fait que au deuxième tour de jeu, il va falloir que je paie de niveau d'excitation pour pouvoir visiter cette tuile-là. Fait que je peux pas la visiter en premier. Fait que la tuile que je vais acheter ce tour-là, il va falloir que je la mette de façon à pouvoir visiter cette tuile-là pour que je puisse en deuxième visiter l'autre tuile puis avoir généré de l'excitation avant. Ça a l'air complexe, dit comme ça, et ce l'est. Parce que lui, je recrute des ouvriers, ensuite j'utilise ces ouvriers-là pour aller chercher de l'ADN, aller chercher des dinosaures, aller chercher des tuiles spéciales, des tuiles génériques, des tuiles de dinosaures. Et ensuite, j'utilise toujours ces mêmes ouvriers-là. Fait qu'il faut que j'en garde d'une phase à l'autre pour créer mes dinosaures, pour aller chercher de l'argent, pour augmenter mon niveau de sécurité, mon niveau de G-Pod, ou pour transformer de l'ADN. Puis ensuite, j'utilise toujours les mêmes ouvriers pour activer les différentes tuiles au fur et à mesure que mon meeple de Jeep se promène à l'intérieur de mon parc. Fait qu'il y a vraiment une rejouabilité assez fantastique, surtout que j'ai une pile haute comme ça de tuiles, de différentes tuiles de bâtiments que je peux acheter. Puis à chaque partie que je joue, je découvre des nouveaux combos entre des tuiles auxquels j'aurais pas nécessairement pensé. Puis comme j'ai 3 tuiles de parc à dinosaures, d'enclos de dinosaures qui sont disponibles, 4 tuiles génériques qui sont disponibles, puis 4 autres tuiles spéciales qui sont disponibles. Puis ça va changer à tous les tours de jeu. Il va toujours avoir un roulement qui va se faire. Fait que j'ai jamais les mêmes choses qui sont disponibles. J'ai également des objectifs que je peux faire, mais c'est moins une course que dans Dinosaur Island, les objectifs. Tout le monde peut les atteindre. On fait juste moins de points si on n'est pas le premier à les atteindre. Il y a vraiment une rejouabilité assez fantastique à l'intérieur de ce jeu-là, puis à l'intérieur juste de la boîte de base, sans avoir besoin d'extensions, même si les extensions en rajoutent encore plus. Fait qu'il y a vraiment une belle complexité. Par contre, il faut savoir que avec cette rejouabilité-là et cette profondeur-là vient une complexité qui est supérieure aussi aux autres, là, à laquelle je vais revenir quand je vais parler des mécaniques de jeu là, dans mon prochain critère. Mais il faut savoir que plus de rejouabilité, plus de profondeur, plusieurs couches de rejouabilité de profondeur, mais aussi plusieurs couches de complexité. C'est le jeu qui va le moins pardonner si je fais une erreur dans ma planification. Fait que c'est un jeu qui va vraiment se concentrer sur la planification à long terme. Fait que c'est le jeu qui est probablement le plus difficile à expliquer à un nouveau joueur, le plus difficile à présenter, le plus difficile à prendre en main, et le plus difficile à rentrer pour une partie. Mais c'est le jeu dans les 4 que je vais être le plus satisfait. Même après avoir joué 5, 6, 7, 8 parties à ce jeu-là, je vais toujours trouver des nouvelles façons pour que les différents éléments d'une partie interagissent entre eux et créer des nouvelles expériences de jeu d'une partie à l'autre. Mon troisième critère que j'utilise, c'est les mécaniques qui sont au cœur de ces différents jeux-là. Est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils sont pas, c'est quoi les problèmes qu'il y a avec les mécaniques ou autres. Fait que si j'ai à les mettre de 4e rang au 1er rang, ben celui que les mécaniques je trouve overall les moins efficaces ou peut-être les moins originales, c'est Tiny Epic Dinosaur. Je répéterai pas tout ce que j'ai dit dans le segment précédent, parce que dans le fond, pourquoi je le demande gagner, c'est principalement parce que c'est le plus simple, le plus léger, donc celui qui a le moins de profondeur, le moins de décisions intéressantes à prendre, puis celui qui va avoir le plus de répétitions d'une partie à l'autre. Par contre, il y a une bonne interaction entre les joueurs, c'est à souligner, étant donné que dans la phase de placement d'ouvriers, les joueurs, on peut aller bloquer des espaces que les autres joueurs peuvent vouloir et les autres joueurs vont avoir à payer un surcoût en ouvrier pour pouvoir aller dans ces espaces-là. Fait que quand même, on le remarque. En troisième place, je vais mettre Dinogenix. Oh, on a un petit peu une boîte qui est tombée. Dinogenix, qui a des mécaniques très efficaces de placement d'ouvriers, mais de placement d'ouvriers très
de base, fait que c'est facile de rentrer à l'intérieur du jeu, c'est facile de l'expliquer, c'est facile de le présenter. Là, pourquoi il bat pas les deux autres, c'est que, je l'ai déjà dit, il y a un petit peu moins de profondeur que les deux autres, mais il y a deux mécaniques qui vont m'achaler un petit peu. Il y a une mécanique des cartes de manipulation, j'en ai déjà parlé. C'est des cartes qui sont très swingy, si je peux me permettre, qui vont avoir des effets relativement majeurs sur le jeu, puis je peux piger une carte qui fit parfaitement à l'intérieur de ma stratégie, fait que quand je vais la jouer, je vais faire suer tout le monde, je vais avoir un effet très puissant, puis je peux piger d'autres cartes qui me servent pratiquement à rien. Fait que c'est des cartes très très fortes, qui peuvent avoir un gros effet sur le jeu, puis qui sont guidées par le hasard, parce que c'est au hasard que je vais aller piger ces cartes-là. Fait que ça, j'aime un petit peu moins ça. Puis l'autre chose qui est particulière dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une grande particularité du jeu qui est si je mène les autres en termes de prestige, je vais par défaut mener les autres en termes de points de victoire, parce que les dinosaures qui donnent le plus de prestige sont aussi ceux qui donnent le plus de points de victoire. Et je vais jouer premier. Celui qui est premier en prestige est premier est premier en tour de jeu. Celui qui est deuxième en prestige est deuxième en tour de jeu. Celui qui est premier a plus de visiteurs que les autres. Les visiteurs me rapportent de l'argent au début de chaque tour de jeu. Fait que je vais faire plus d'argent que les autres. Les visiteurs me donnent des points de victoire à la fin de chacun des tours de jeu. Donc je vais faire plus de points de victoire que les autres. Fait qu'il y a une expression dans le board game de rich get richer, les riches qui deviennent de plus en plus riches, qui indique qu'il n'y a pas de mécanique de rattrapage à l'intérieur de ce jeu-là. Si je commence à me faire prendre l'avance rapidement au 2-3e tour de jeu, ça risque de s'amplifier, puis c'est difficile de revenir à l'intérieur de la partie. Fait que dans un jeu de worker placement, ça peut être un peu problématique à l'intérieur du jeu. Le jeu n'est pas mauvais pour autant, ça reste un bon jeu de placement d'ouvriers, mais je trouve qu'il va être plus efficace. Ça, j'en parlerai dans l'autre segment, mais il va être un peu plus efficace à 2-3 joueurs, justement, parce que cet effet-là est un petit peu moins amplifié. Fait que si on joue à 4-5 joueurs, sachez que si tu es le dernier joueur, le premier tour de jeu, par exemple, le 5e joueur, il n'y en a même pas de visiteur dans son parc, il ne fait pas d'argent supplémentaire pour commencer son tour de jeu, tandis que le premier joueur, qui a été déterminé tout à fait au hasard, ben, lui fait 2$ dès le début de la partie supplémentaires qui vont lui permettre d'acheter des choses, de faire des choses sur le plateau. Fait que ça, c'est une affaire que j'aime un peu moins. Par contre, c'est un jeu qui a un très bon niveau d'interaction, étant donné, encore une fois, à cause de ces cartes manipulation-là, qu'on va jouer contre les autres joueurs, qu'on va aller voler des affaires aux autres joueurs, espionner les autres joueurs, fait qu'il y a quand même un bon niveau d'interaction avec les autres. Puis on est dans le worker placement classique, fait que les espaces se bloquent au fur et à mesure qu'on les prend. Ce qui favorise l'interaction entre les joueurs aussi. En deuxième espace, ben là, je mettrais Dinosaur Island, mais là, j'hésitais vraiment entre Dinosaur Island et Dinosaur World pour les spots 2 et 1. C'est deux jeux que je trouve qui sont ex-aequo en termes de mécanique. La raison pour laquelle je vais quand même favoriser Dinosaur World au niveau des mécaniques, c'est qu'il y a plus d'interaction entre les différentes mécaniques du jeu. Par contre, il y a un petit peu moins d'interaction entre les joueurs. Dans Dinosaur Island, les deux premières phases du jeu, la phase de draft de dés puis la phase d'achat de spécialistes, de bâtiments, etc., il y a quand même, on regarde qu'est-ce que les autres joueurs font, puis même dans la deuxième phase de jeu, quand j'achète un bâtiment, si je fais juste aller chercher de l'ADN, par exemple, dans cette phase-là, je peux quand même défausser une carte ou une tuile qu'un autre joueur pourrait vouloir en sachant qu'il la veut, fait que j'ai quand même besoin de porter attention à ce que les autres veulent dans leur parc. Dinosaur World, Dinosaur Island, dis-je aussi, c'est un petit peu plus facile dans sa mécanique de jouer à court terme, comme je l'ai déjà dit encore une fois dans le segment précédent. Fait que je peux quand même plus découper mon tour en segments puis décider qu'est-ce que je fais présentement, puis ensuite j'allais dans le okay, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai sous la main là. Fait que pour cette raison-là, lui, il va être deuxième au niveau de ses mécaniques, mais sinon, on est dans la même mécanique, worker placement, un peu de construction de parc, mais pas beaucoup dans celui-là. Le parc, comme je dis, est relativement facile à construire. Il y a une place de hasard à l'intérieur du jeu, mais pas très présente. Le hasard, la seule chose qu'il y a, à part les dés qu'on roule, mais une fois qu'on les roule, on les draft, fait qu'on a un contrôle là-dessus, c'est les meeples qu'on va piger dans son sac, dans lequel il va avoir des voyous puis des visiteurs, mais je pense que la proportion, c'est 70 visiteurs pour 10 voyous, fait qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu des fois des parties où un joueur est malchanceux puis il en pige vraiment beaucoup, mais c'est relativement rare, fait que la part de hasard n'est pas très présente à l'intérieur de ce jeu-là. La part de hasard va être un peu plus présente à l'intérieur de Dinosaur World, parce qu'à chaque fois qu'on visite une tuile de dinosaure, on va lancer un dé puis on va ramasser des jetons de décès sur son plateau personnel. Fait que ça, si on déteste vraiment les jeux qui ont beaucoup de hasard, peut-être que ça va nous déranger un petit peu plus. Mais j'ai trouvé que ça se gérait relativement bien. L'autre chose que j'aime aussi plus de Dinosaur World au niveau de ses mécaniques par rapport à Dinosaur Island, c'est la piste de menace. Elle est plus présente, elle est plus difficile à gérer dans Dinosaur World, elle est donc plus importante. Fait que ma piste de sécurité, ma piste de menace, c'est plus important à gérer, c'est plus difficile à gérer. Fait que ça rajoute encore une fois une couche de profondeur. Fait que lui, c'est lui qui a le plus de mécaniques qui rentrent, de mécaniques différentes, qui sont toutes de type euro, qui rentrent à l'intérieur du jeu. J'ai du worker placement, j'ai du draft, j'ai de la sélection de tuiles, j'ai du placement de tuiles, puis j'ai
je ne sais pas trop comment l'expliquer en mécanique, mais j'ai l'espèce d'activation de ces tuiles-là, l'ordre dans lequel ça se fait, c'est super important. Il y a les jetons d'ennui qui vont faire, au fur et à mesure que je vais visiter mes tuiles, il y a un jeton d'ennui qui va augmenter d'intensité dessus. Ça va faire qu'éventuellement, je vais avoir à payer avec mon excitement level, je vais avoir à payer du niveau d'intérêt de mon parc pour pouvoir visiter certaines tuiles. Fait que ça va me faire réfléchir sur dans quel ordre je veux visiter mes tuiles dans ma dernière phase, dans mon tour de jeu. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant à l'intérieur du jeu. Et en plus, lui, les ouvriers que je vais avoir, ils ont différents bonus selon les phases dans lesquelles je vais utiliser ces ouvriers-là. Fait que j'ai beaucoup de planification à faire, mais c'est celui que, une fois que la première phase de jeu est faite, tout se fait de façon simultanée. Fait qu'une fois qu'on a drafté, une fois que les deux premières phases sont faites, une fois qu'on a drafté nos ouvriers, puis une fois qu'on a décidé quelles tuiles on achetait pour rentrer dans notre parc, mais là après, pendant plusieurs minutes, chaque joueur va être à côté comme ça devant son plateau, puis là va réfléchir qu'est-ce qu'il fait avec ses ouvriers, comment il place ça, c'est quoi les petits bonus qu'il va chercher, dans quelle ordre il active ses tuiles, quel ouvrier il prend pour activer quelle tuile, qu'il garde pour faire tant dessous, puis etc. Fait que c'est peut-être le jeu qu'on a le plus dans notre tête pendant une grande partie du jeu. Fait que c'est le genre de jeu que ça se peut qu'on passe à côté d'une table puis tout le monde est penché comme ça sur son parc en avant sans dire un mot. Fait que ça n'aura peut-être pas l'air fascinant, mais seul l'est. Si on aime les gros jeux euro lourds, c'est lui qui va l'être le plus. Lui va l'être un petit peu moins, mais on est quand même dans la catégorie euro lourd, comme je l'ai déjà dit encore une fois. Tandis que dans Dinogenix, on va être dans le plus léger. Le niveau d'interaction entre les joueurs, il est vraiment minimal dans celui-là. C'est vraiment juste dans quel ordre on va drafter les trucs dans les deux premières phases de jeu. C'est peut-être un peu plus présent dans celui-là parce qu'on peut couper l'herbe sous le pied des autres joueurs un petit peu plus. Celui-là, pas tant. Puis il est encore plus, évidemment, dans celui-là avec les cartes de manipulation qu'on peut jouer. Dans tous les cas, ça reste du worker placement, la mécanique de base. Fait que, comme je l'ai dit, je ne me répéterai pas indéfiniment, mais comme je l'ai déjà dit, il faut aimer les jeux de type placement d'ouvriers pour aimer n'importe lequel de ces jeux-là. Mais celui qui va aller en chercher le plus au niveau des mécaniques, selon moi, c'est les deux, Dinosaur Island, Dinosaur World, avec World en tête. Le quatrième critère, on va y aller simplement, c'est vraiment le nombre de joueurs. Quel jeu est le plus efficace selon le nombre de joueurs que vous êtes. Fait que là, il n'y a pas de rang, il y a juste le nombre de joueurs par joueur. Par jeu, fait que dans le cas de Tiny Epic Dinosaur, on parle de 2 à 4 joueurs. Les parties vont être à 30 à 45 minutes une fois qu'on est habitué. Puis peut-être si on est 4, ça va peut-être se rendre à 60, mais généralement on est plus dans la trentaine de minutes pour une partie. Si je prends Dinosaur World qui est juste ici, 2 à 4 joueurs aussi, toutes les parties que j'ai jouées jusqu'à date se réglaient en 90 minutes à 2 heures. J'ai pas joué encore à 4 par contre. La pandémie, des fois c'est plus difficile d'organiser des parties à 4. J'ai joué à 2 à 3. Mais j'ai pas l'impression que ça dépasserait tant 2 heures que ça, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon simultanée à l'intérieur du jeu. Fait que si on rajoute un joueur, à moins qu'on rajoute un Patrice à l'œil, mais si on rajoute un joueur, normalement, ça devrait pas augmenter tant que ça la durée du jeu. Fait que celui-là, on donc 2 à 4 joueurs, environ moins de 2 heures. Dinogenix, lui, va aller de 2 à 5 joueurs. Fait que si vous êtes un grand groupe, vous pouvez vouloir Dinogenix pour pouvoir avoir un 5e joueur. Lui ici, on va parler d'environ 90 minutes là, pour une partie. C'est un petit peu plus court que Dinosaur World. Il y a plus de tours de jeu, mais les tours se font plus rapidement. Donc, je dirais environ 90 minutes, peut-être 1h45, peut-être 2 heures si on va jouer à 4-5 joueurs. Lui, ça va avoir une plus grande incidence si on a un plus grand nombre de joueurs parce qu'il n'y a pas de phase simultanée. Fait que plus on a un grand nombre de joueurs, plus les parties vont être longues. Et finalement, j'ai Dinosaur Island qui est un jeu de 2 à 4 joueurs. Si on a l'extension qui s'appelle Totally Liquid, on peut aller jusqu'à 5 joueurs. Lui, on va parler de 2 heures et plus pour les parties qu'on va voir. Par contre, une chose dont je n'ai pas encore parlé, lui, il est modulable. Dans le jeu Dinosaur Island, on va choisir des objectifs. C'est ces objectifs-là qui vont déterminer la longueur du jeu, un certain nombre d'objectifs. Et on peut choisir, il y a une pile de cartes objectifs courts, une pile de cartes objectifs standard, puis une pile de cartes objectifs longs. Fait qu'on peut ajuster nos parties. Fait que lui, une chose qui est intéressante peut-être pour l'entrée du jeu, c'est que si on montre le jeu, généralement, on va choisir les cartes d'objectifs courts. Si on est à 2-3 joueurs, ça devrait prendre à peu près 90 minutes avec les objectifs courts. Mais si on prend par exemple une partie à 4 joueurs avec les objectifs longs, ben là on peut parler de 3 heures, 3 heures et demie pour Dinosaur Island. Mon 5e et avant-dernier critère, les extensions, est-ce que ça ajoute au jeu, est-ce qu'elles sont intéressantes, est-ce que c'est un jeu dans lequel je peux me lancer et acheter tout plein de choses. En partant, je vais parler de Dinogenix, que lui, je ne le classerai pas parce que je sais qu'il y a une extension, mais c'est le seul dans ces jeux-là que je ne possède pas toutes les extensions. Il y a une extension qui s'appelle Control Chaos, qui est dispendieuse, qui coûte quelque chose comme 70$. Semble-t-il, des critiques que j'ai lues, qu'elle était excellente, qu'elle ajoute des objectifs, qu'elle ajoute des ouvriers spéciaux, spécialisés, etc., qu'elle ajoute un paquet de choses. Par contre, je ne l'ai pas essayé, fait que je ne pourrais en parler.
Pour les autres extensions qu'on a dans Tiny Epic Dinosaur, tous les Tiny Epic, si on a la version de luxe, on a une espèce de petit module que je peux ajouter qui est intéressant, mais très très loin d'être indispensable. Donc, c'est pas un facteur, selon moi, pour l'achat du jeu, le choix des extensions. Fait que celui-là, pour moi, ça serait vraiment numéro 3 au niveau des extensions. Numéro 2, je mettrais Dinosaur Island, qui a une extension qui s'appelle, justement, j'en ai parlé dans le segment précédent, qui s'appelle Total Liquid, qui rajoute un 5e joueur si on veut le faire, mais je suis pas sûr que je voudrais jouer à Dinosaur Island à 5. Par contre, dans les côtés positifs de cette extension-là, il y a des règles intéressantes, il y a des ouvriers spéciaux qu'on va aller chercher, il y a des blueprints qu'on va aller chercher qui vont nous donner des espèces d'objectifs où là, la construction de notre parc va devenir importante parce que je dois placer certains types de tuiles à côté de certains types de tuiles. Puis si je réussis à répondre à certains critères, je vais marquer des points supplémentaires, ça c'est intéressant. Il y a des événements de relations publiques qui sont intéressants, d'autres objectifs que je peux essayer d'atteindre. Il y a un nouveau type de dinosaure. Fait que l'extension est intéressante, mais elle ajoute beaucoup de règles. Fait que dans un jeu qui est déjà pas simple, ça peut être lourd de rajouter une extension qui en plus ajoute des pages et des pages et des pages de règles, sauf que les extensions sont modulaires, fait que je suis pas obligé d'ajouter tout de l'extension en même temps. Fait que ça c'est un aspect que j'aime bien au niveau de l'extension Totally Liquid. Fait que je peux acheter juste les PR events, je peux acheter juste le nouveau type de dinosaure, etc. Je suis pas obligé de tout mettre en même temps. Au niveau 1, au niveau des extensions, mon numéro 1, c'est vraiment Dinosaur World parce qu'il y a 3 extensions qui existent. Il y a les animaux hybrides, il y a les animaux de l'ère préhistorique, puis il y a une troisième, les animaux, les dinosaures aquatiques qui existent, que je trouve super intéressantes parce que ce sont des petites extensions qui ajoutent pas beaucoup de matériel, qui ajoutent pas beaucoup de règles et je peux décider laquelle des 3 je vais acheter. Je suis pas certain que s'ils sont disponibles présentement au magasin, je sais qu'elles le seront, les personnes qui avaient backé le jeu les ont reçus s'ils avaient pris des extensions, mais je sais qu'ils vont sortir en magasin. Comme c'est des petites extensions, je m'attends pas à ce que ça soit super dispendieuse parce que l'extension Total Liquid et Control Chaos pour Dinogenix, c'est des extensions dispendieuses. Fait que je m'attends pas à ce que ça soit très dispendieux. Fait qu'une extension, si je prends par exemple les dinosaures aquatiques, il y a un nouveau type de jeton, il y a une nouvelle série de meeples qui sont les dinosaures aquatiques, il y a une coupe de tuiles que je vais aller brasser dans les tuiles principales du jeu. Puis l'extension va venir en jeu. Une fois qu'une de ces tuiles-là va être révélée, ben là, on peut l'acheter, la mettre dans notre parc, puis on commence à avoir des dinosaures aquatiques. Puis il n'y a pas beaucoup de règles supplémentaires qui s'ajoutent. Fait que c'est les extensions qui sont les plus faciles, je trouve, à rentrer à l'intérieur du jeu. Fait que pour cette raison-là, je vais les mettre premier. Je vais mettre le Dinosaur World premier en haut des extensions. Surtout en tenant compte que c'est un jeu qui avait déjà plusieurs couches de profondeur et de rejouabilité. Fait que ça en rajoute juste un petit peu plus, ce que je trouve super intéressant. Donc voilà pour les extensions. Mon 6e critère, le mode solo. Est-ce que c'est des jeux qui sont intéressants à jouer en solo? Là, c'est particulier. Les 4 jeux ont un mode solo qui vient dans le jeu de base. J'ai pas besoin d'acheter d'extension pour jouer en solo à aucun de ces 4 jeux-là. Encore une fois, Tiny Epic Dinosaur va être le dernier. Son mode solo, c'est qu'on joue contre un rancher qui est contrôlé par un petit deck de cartes qu'on va se fabriquer à partir des cartes objectifs, à partir d'un deck de cartes qui vient dans le jeu de base. Fait qu'on va prendre un des plateaux de joueurs, on va le tourner de côté. Il y a un rancher, lui, il va prendre des actions, mais il participe juste à une des phases du jeu, qui est la phase 2, si ma mémoire est bonne. C'est un mode solo qui est correct, que je vais essayer de battre le score du rancher à la fin. Lui, ce que j'aime du mode solo, par contre, c'est que j'ai un objectif de victoire clair. Fait que ça, c'est l'objectif. Je dois battre le score du rancher. Dans le cas, je mettrais en 3e Dinosaur World, où il y a le type de mode solo que j'aime le moins, c'est-à-dire, grosso modo, je joue une partie normale de Dinosaur World et j'essaie d'avoir le meilleur score possible à la fin de la partie. Puis là, on me donne un petit tableau si j'atteins tel score, si j'atteins tel score, si j'atteins tel score, je suis un king des dinosaures, etc. Puis en plus, il y a une règle qui est ajoutée pour augmenter le niveau de difficulté quand tu es en solo. Puis c'est une règle que j'aime pas, où tes dinosaures que tu bâtis dans tes enclos, ils ont des chances de fuir. Puis là, il faut que je sacrifie des ouvriers pour ramener le dinosaure à l'intérieur de son enclos. Fait que je la trouve pas le fun, cette règle-là. Je la trouve pas super agréable. Combiné au fait que c'est un mode solo que j'aime pas vraiment la finalité du mode solo. Fait que lui, je le mets juste en 3e pour le mode solo. Par contre, ça me permet de jouer à Dinosaur World, qui est selon moi un meilleur jeu, vous l'aurez probablement deviné, que Tiny Epic Dinosaur, fait qu'il est quand même 3e. En 2e, ben là, je vais mettre Dinosaur Island, où le mode solo ressemble beaucoup à celui de Dinosaur World. Fait que je vais vouloir battre un score à la fin de la partie, mais je vais construire une espèce de deck de cartes objectifs avec les cartes objectifs solo qui viennent dans le jeu. Fait qu'ils ont des cartes spécifiques pour ça.
Puis il y a certaines actions que je vais prendre. Il y a des petites modifications à chacune des phases du jeu, mais rien de majeur. Je vais quand même avoir des petites particularités. Puis quand je vais avancer dans le mode solo, ben mon objectif est d'atteindre toutes ces cartes objectifs-là. Fait que j'ai vraiment un objectif qui est fixé, que j'essaie d'atteindre. Puis plus j'atteins un grand nombre des cartes objectifs, plus je vais marquer des points à la fin de la partie. Fait que c'est un beat your own score, battre ton propre score, mais il y a une petite twist dessus que je trouve intéressante avec ces cartes objectifs-là que j'essaie d'atteindre. Fait que je le trouve quand même bien, puis il me permet de jouer à Dinosaur Island, qui est un excellent jeu. Fait que ça, je trouve ça bien aussi, mais en première place, et là, de loin, si tu cherches un jeu de parc à dinosaures puis tu veux le jouer en solo, c'est de loin Dinogenix qui est le meilleur là-dessus. Dinogenix, dans le livret d'instruction du jeu de base, il y a 12 missions solo à peu près qui sont des scénarios. Fait qu'ils vont dire tu prends tel parc à dinosaures, tu te le places de telle façon, tu commences avec tant de points de prestige, tant de dinosaures, telle carte en jeu, telle affaire, telle affaire. Tu as une mise en place spécifique à faire et tu as tant de tours pour atteindre tel objectif. C'est que c'est super efficace, c'est super agréable. Il y en a beaucoup qui se font qui sont difficiles à faire, ça monte en niveau de difficulté. Fait que les missions sont vraiment difficiles à faire. Ça te donne une bonne rejouabilité en solo. Fait que c'est vraiment un très 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 bon jeu. Il n'y a pas beaucoup de changements au niveau des règles, fait que ça se joue bien aussi. Fait que c'est vraiment un super bon jeu solo. C'est de loin, là, il clenche les trois autres sans aucune hésitation en termes du solo, étant donné que vraiment tu as la moitié du livre d'instruction à peu près, c'est les différentes missions solo qui sont dans le jeu. Fait qu'il y a beaucoup de diversité, de rejouabilité pour le mode solo. Tu n'as pas juste un jeu à la game puis essaie de battre le score que tu as fait à la campagne précédente, à ta partie précédente. Tu vas avoir des objectifs spécifiques que tu vas atteindre qui ne seront pas les mêmes, puis tu vas avoir une mise en place qui est différente aussi selon le scénario que tu as choisi. Fait que c'est vraiment très intéressant. Mode solo très très bien fait pour Dinogenix. Et je termine mon dernier critère, ma comparaison avec mon dernier critère qui est le prix, qui est quand même un critère important si on veut se lancer dans le jeu. Fait que si je parle du moins cher au plus cher, Tiny Epic Dinosaur, vous l'aurez probablement compris, relativement facile à trouver en boutique. La plupart des boutiques l'ont eu ou vont l'avoir. Les Tiny Epic sont toujours en réimpression constante, fait que c'est assez facile à trouver habituellement. Puis ça, généralement, ça va se détailler selon la boutique. On va trouver entre, mettons, 28 et 35 $ canadiens. Si on trouve les versions de luxe pour les commerces qui les ont, ça va monter peut-être à une quarantaine de dollars canadiens. La version de luxe va avoir la mini extension que je te dis qui n'est pas absolument utile, donc ça peut être un prix intéressant. En deuxième, ça va peut-être te surprendre, mais le jeu le moins cher en deuxième, ça va être Dinosaur World. C'est le deuxième jeu le moins cher dans toutes ces séries-là. Lui, généralement, va se trouver pour autour de, j'ai noté ici, environ 55-60 $ canadiens pour la boîte de base, qui est grosse, qui a beaucoup de matériel, puis qui a du matériel d'excellente qualité. Fait que c'est un excellent ratio pour le prix. Ça me surprend même quand je l'ai vu à ce prix-là dans les boutiques. Fait qu'environ 55, 60, 65 $ canadiens pour avoir le jeu de base qui a énormément de choses dedans puis énormément de rejouabilité. Les extensions, je ne sais pas encore, elles se détailleront en combien. Je vais m'attendre à une vingtaine de dollars par extension, peut-être. 20-25 $, ce qui est intéressant, ça va te permettre d'aller chercher de la rejouabilité sans avoir un prix trop élevé. En troisième lieu, je vais parler du jeu Dinosaur Island, qui généralement va se détailler à environ 80-85 $ canadiens. Il existe en français, par contre, ça peut être un facteur, mais là, dans les boutiques que je l'ai vu, on parle de plus de 100 $ canadiens pour aller chercher la version française du jeu Dinosaur Island. Fait que c'est un jeu quand même assez dispendieux, et on va parler d'une cinquantaine de dollars pour aller chercher l'extension Totally Liquid si on la veut, pour avoir un 5e joueur puis plus d'options dans nos parties. Fait que lui, c'est un jeu qui n'est pas donné. Il est quand même pas mal plus cher que Dinosaur World, même si la boîte est un petit peu plus petite. Donc, ça, c'est pour ça. Et finalement, Dinogenix. Lui, ben, son plus gros défaut, c'est qu'il est difficile à trouver en boutique. Je l'ai vu encore dans une boutique quand j'ai fait mes recherches avant de faire le vidéo. Je l'ai vu disponible dans une boutique, mais il est assez difficile à trouver. Et les boutiques qui l'ont le vendent cher. Et là, on parle de 120-130 $ canadiens pour la boîte de base de Dinogenix, qui a quand même beaucoup de matériel de bonne qualité, mais qui est quand même très cher. J'ai vu des versions Dinogenix et Control Chaos vendues ensemble dans le même bundle, si vous me permettez l'anglicisme, pour environ 200-210 $. Puis sinon, ben, j'ai trouvé une boutique qui avait encore l'extension Control Chaos qui se vendait à environ 70 $ canadiens. Fait que c'est un jeu qui est très très dispendieux, malheureusement, mais je l'ai vu aussi passer sur différents sites de revente, là, les groupes Facebook et tout ça, où là il est un petit peu moins cher, mais c'est quand même le jeu qui est le plus dispendieux dans le groupe que je viens de vous montrer. Jugement final. Quel est le meilleur jeu de dinosaures qu'on a présentement entre ces quatre-là? Ben, si je les classe finalement, je pense pas que je vais te prendre par surprise en disant que
Si ce que tu cherches, toi, c'est un jeu léger, qui se joue en une trentaine de minutes, qui est sympathique, qui est facile à expliquer, que tu peux amener dans les soirées de jeu, c'est Tiny Peak Dinosaur que ça va te prendre, qui est le plus simple, qui prend pas de place. Il est quand même agréable à jouer, mais il t'offrira pas une grande rejouabilité, une grande profondeur. Pour moi, il est numéro 4. Mais il est quand même sympathique pour rentrer à l'intérieur du jeu, pour faire son petit parc à dinosaures, petit ranch à dinosaures dans ce cas-ci. En deuxième place, ou en troisième place, ça dépendamment comment tu le vois. En avant-dernière place, le moins bon jeu que je te dirais, c'est Dinogenics, qui est un très très bon jeu. Là. C'est important, je souligne, je te prends 4 bons jeux. C'est un très très bon jeu, mais moi l'aspect Take That qui est à l'intérieur du jeu me dérange un petit peu. Puis l'aspect, si je suis en première place, mais ça me donne des bonus qui vont m'aider à rester en première place, puis il n'y a pas vraiment de mécanique de rattrapage, ça me dérange un petit peu aussi. Ajoute que le jeu il est difficile à trouver, puis il est extrêmement dispendieux si tu veux le trouver. Fait que ça, c'est des petits handicaps pour le jeu. Par contre, c'est un très bon jeu de placement d'ouvriers, c'est très le fun. Fabriquer son parc à l'intérieur du jeu, la mécanique d'avoir collecté des cartes ensemble, un ensemble de cartes pour pouvoir développer des dinosaures, c'est une thématique, c'est une idée intéressante qu'il n'y a pas dans aucun des autres jeux. Fait que cet aspect-là est quand même bien réussi puis il est intéressant. C'est un jeu intéressant si tu réussis à mettre la main dessus. Je t'en félicite, il va être le fun à jouer. Mais quand même, je trouve que ces deux jeux-là lui sont supérieurs, et les deux. Je me suis débattu intérieurement longtemps pour savoir lequel des deux j'allais mettre en première position, et finalement je me suis branché sur le jeu Dinosaur Island que je mets deuxième position. C'est le deuxième meilleur jeu dans les jeux de dinosaures que j'ai. Dinosaur Island, ben, je ne redirai pas tout ce que j'ai déjà dit. C'est un jeu qui a une super belle profondeur, c'est un jeu qui a des belles mécaniques, il y a du draft, il y a du placement d'ouvriers. Le jeu, moi personnellement, je le trouve très beau. J'ai acheté toutes les extensions et les modules supplémentaires pour avoir le jeu, puis j'ai encore beaucoup de plaisir à y jouer. Je pense qu'il peut cohabiter dans une ludothèque avec Dinosaur World. Ils sont assez différents les uns des autres pour aller le chercher. Mais malgré toutes ses belles qualités, sa belle rejouabilité et ses belles composantes, j'aime encore plus Dinosaur World, dans lequel l'aspect des placements de tuiles, puis l'aspect de la visite de mon parc, ou la construction de mon parc, la façon dont je construis mon parc, c'est important. C'est peut-être cet aspect-là qu'il n'y a pas dans ce jeu-là, qui fait que je vais préférer Dinosaur World. Les deux, c'est des placements d'ouvriers, les deux, il y a une phase de draft, les deux, je vais acheter des bâtiments que je vais construire à l'intérieur de mon parc. Mais dans Dinosaur Island, c'est pas grave où je les place, les bâtiments. C'est pas important comment je les place. Tant que j'ai suffisamment de bâtiments puis j'ai suffisamment d'espace pour accueillir les visiteurs que je vais piger dans le sac, je vais être correct, je vais marquer des points. Lui, le fait que ma piste de excitement level, de mon niveau d'intérêt pour le parc, le fait qu'elle soit remise à zéro au début de chaque partie, ça me force à réfléchir et à être créatif sur comment je vais bâtir mon parc, dans quel ordre, puis de penser pas juste à mon tour 1, mais dès que je commence à placer mes tuiles, ok, au tour 1, je vais pouvoir déplacer mon J-Pod en premier, elle est là, en deuxième, elle est là, puis en troisième, elle est là. Au tour 2, je pourrais plus faire le même ordre, parce que là, mon Meeple va avoir 1 de niveau d'ennui, ce qui fait que je pourrais pas commencer par là, parce que je vais avoir à payer de l'ennui pour aller là, fait qu'il va falloir que je visite une autre tuile avant de revenir par là. Fait que donc, la prochaine tuile que je vais acheter, je vais la placer à tel endroit, parce que j'ai besoin de passer par une autre tuile avant de passer par là. J'ai vraiment adoré cet aspect-là. C'est comme si, quand je joue à Dinosaur World, je vais réfléchir à mon tour à l'envers. Une fois que j'ai recruté, quand je suis dans ma phase de recrutement d'ouvriers, je pense tout de suite à ma phase de J-Ball. Ok, là j'ai besoin d'un ouvrier mauve parce que je vais aller dans ce bâtiment-là. J'ai besoin d'un ouvrier parce que je vais aller dans ce bâtiment-là. Présentement, les bâtiments qui sont disponibles, il y a lui que j'aimerais peut-être avoir, donc j'aurais besoin d'un vert si j'ai réussi à aller le chercher. Parfait. Fait que ça veut dire que dans ma deuxième phase, là, je vais avoir besoin de construire des dinosaures là-dedans. Donc j'ai besoin de tel ADN, telle affaire, telle affaire. J'ai besoin d'un ouvrier pour aller là. Ce qui veut dire que dans la phase présente, dans ma prochaine phase, je vais avoir besoin de chercher de l'ADN, puis telle tuile, donc j'ai besoin de tel ouvrier. Ce qui veut dire que je veux cette carte d'ouvrier-là qui me permet de faire tout ce que je veux faire dans mon tour. J'adore ça. Mais il y en a qui vont détester ça parce que c'est un niveau de planification assez intense que ça te prend à l'intérieur du jeu. Puis quand j'ai fait ma petite recherche pour voir sur les forums qu'est-ce que les gens disaient, il y en a beaucoup qui se plaignaient du niveau d'hasard qui est à l'intérieur du jeu. C'est pas faux. Le fait que... Puis j'ai déjà vu des parties où quand on se promène dans les enclos de dinosaures, on doit lancer des dés, je l'ai déjà dit, ça va nous faire des jetons de mort. Et celui qui a le plus de jetons comme ça va perdre beaucoup de points. Ben, ceux qui ont des jetons comme ça vont perdre beaucoup de points à la fin de la partie. Ça amène une mécanique en deux temps que tu peux détester ou adorer. Ça se peut que c'est le genre de jeu que tu vas avoir un joueur qui est chanceux, qui se construit juste des carnivores, mais qui est chanceux, il roule tout le temps la face, qu'il n'y a rien. À chaque fois qu'il visite un de ses enclos, il n'en ramasse pas des jetons de décès. Puis ça fait que c'est le gars avec les herbivores qui en ramasse plus. Puis lui, il perd plein de points à la fin de la partie finalement. Puis l'autre s'en est tiré 100. Sauf que
Si ça arrive, ben là, ça devient un peu ta job, je pense, de réagir à ça, puis de prendre des actions, de changer un petit peu comment tu vas jouer ta game, parce que tu vois que l'autre, il est chanceux là-dessus, puis il risque de continuer de chanceux. Fait que tu vas peut-être aller chercher des tuiles où tu n'as pas besoin de passer par tes enclos dinosaures pour faire des points, etc., etc. Fait que moi, je trouve que la chance se gère bien dedans, mais sache que c'est probablement dans les 4 jeux, celui que le facteur chance c'est le plus important. Ça se peut que tu sois malchanceux, puis que ça te gâche ta partie, parce que tu as été toujours malchanceux à chaque fois que tu lançais le dé. Si c'est le cas, ben peut-être que ça va te déplaire, puis que tu vas préférer celui-là où le facteur chance est présent avec les voyous que tu peux piger à la fin des tours, mais il fait moins mal, il est moins méchant que le facteur chance à l'intérieur de celui-là. Par contre, si tu cherches un jeu qui a beaucoup, beaucoup de couches d'épaisseur, au niveau de la rejouabilité, au niveau de la profondeur, au niveau de ta prise de décision, qu'il y a beaucoup de mécaniques qui vont être interreliées entre elles, ben je pense que c'est Dinosaur World qui va venir te chercher davantage, mais tu vas quand même y trouver beaucoup ton compte avec Dinosaur Island. Si toi, ce qui te fait plaisir, c'est de faire suer tout le monde, ben ça va être Dinogenics que tu vas aller chercher, puis tu vas aller chercher plein de cartes de manipulation pour faire suer les autres. Et si ce que tu veux, c'est un petit jeu tout simple qui s'explique facilement, ben c'est Tiny Pig Dinosaur que tu vas aller chercher. Moi, je vais arrêter là. J'espère que ça a été clair pour toi. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ces 4 jeux-là. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins dans chacun. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Et avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Si ce n'est déjà fait, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas sur Patreon nous supporter pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao. À la prochaine et fais attention à toi. On se voit dans un prochain vidéo. Go Joe!